Alors, monsieur le maire, vous êtes à Diokado dans le cadre de la 3e édition des journées culturelles du village. Dans quel contexte placez-vous ces journées culturelles? Bon, merci Younous. C'est avec une grande satisfaction que je me présente à vous pour parler des journées de Diokado, des journées qui sont placées sous le thème de la paix et de la fraternité. C'est un tournoi que j'ai initié depuis que je suis maire. C'est la 3e édition qu'on appelle Journée de la fraternité et de la paix de Diokado. Donc c'est des journées que j'organise pour vraiment communier avec la population qui est dans le besoin et qui a vraiment besoin de ces activités culturelles parce que c'est une zone affectée par le conflit. Donc c'est des villages qui étaient déplacés et qui sont revenus. Donc il faut trouver des moments d'animation culturelle pour que les jeunes puissent s'exprimer en faisant le football et d'autres activités culturelles, la lutte et même les masques. Et depuis que vous avez initié ce tournoi, est-ce que la confiance revient dans le terroir? Oui, bien sûr, la confiance revient parce que cette édition, nous avons un peu fait le bilan de le bilan des éditions passées. Et tout le monde était unanime que nous avons eu des avancées. Parce qu'à Diokado, au départ, il y avait une seule issue. Donc quand on entrait, ce n'est pas la route qu'on entrait, c'est la route là qu'on devait ressortir. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à organiser à Diokado, donc si on entre par là, on peut sortir. Parce que maintenant, il y a une relation avec les autres communes de Oulampan et les autres villages de commune de Oulampan. C'est quand nous avons eu cela que maintenant, le tronçon là est praticable. Ensuite, nous avons vu que les ressortissants de Diokado qui sont en Gambie, les réfugiés, ceux qui étaient réticents au retour, sont revenus. Vous avez vu des constructions, des nouvelles constructions. C'est des gens qui sont revenus. C'est parce que ils ont vu qu'à Diokado, il y a des autorités qui vont là-bas. En tout cas, le maire mène là-bas des activités et cela a porté fruit. Les autres villages environnants, Kerenay, est revenu, c'est parce que nous les avons rencontrés ici à Diokado pour les sensibiliser à revenir. Donc ils sont revenus. Et il y a d'autres villages encore comme Guigoudier qui s'apprêtent à revenir. Donc ça, en somme, vraiment nous acheminons vers une satisfaction. On va atteindre un peu nos objectifs. Au-delà de Diokado, quel est le niveau de stabilisation de votre commune de manière générale qui jusqu'hier était perçue comme un peu l'épicentre de la crise casamançaise? Enfin, je peux dire Alhamdulillah parce que depuis que nous sommes érigés en commune, nous connaissons une certaine stabilité au niveau de la commune de Djibigon. Parce que dans tous les villages, je peux dire, de la commune de Djibigon, on peut se rendre là-bas avec n'importe quel moyen qu'on dispose. On peut aller là-bas, tenir là-bas, c'est sa mission et revenir. Donc, alhamdulillah, depuis fort longtemps maintenant, on n'entend pas de ratissage, il n'y a pas de ratissage au niveau de Djibigon, il n'y a pas d'agression, en tout cas au niveau de Djibigon, il n'y a pas de braquage. Donc c'est un signe vraiment que nous allons vers une paix vraiment définitive. Et quel est le niveau de retour des populations déplacées ou réfugiées? Voilà, le niveau de retour des déplacés bon, ça avance. C'est timide, mais ça avance. Parce que chaque année, nous enregistrons des arrivées. Des gens qui viennent se manifester pour nous demander des appuis en termes de curage de puits, d'aide en zinc, en tôle, et en tout cas en vivres. Donc ce qui montre que vraiment il y a un retour. Et aussi en termes de gens qui veulent vraiment un extrait pour l'état civil. Donc nous avons une forte demande dans ce domaine. Donc, de manière générale, la commune, vous avez combien de villages? Combien de villages sont restés? Combien de villages sont en phase de retour? Il reste combien de villages qui manquent à l'appel? Voilà, maintenant, ce qui manque à l'appel maintenant, on peut dire que c'est une dizaine de villages. Une dizaine de villages qui ne sont pas encore revenus.
Parce que sur 25 villages déplacés, il y a au moins maintenant une dizaine de villages qui n'est pas encore revenu. Soit 15 qui a fait le retour. Ouais. Sur un total de combien de villages vous avez globalement la commune? 59 villages. 59 villages. Sur 59 villages, il y a 25 qui étaient déplacés, 15 sont rentrés, il reste 10. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que commune, vous êtes en train de faire pour consolider, en tout cas, votre commune? Bon, ce que je suis en train de faire pour consolider, je dis d'abord ce que nous avons besoin de Guibigon, c'est la stabilité. Donc, pour parler de développement, il faut qu'il y ait une stabilité au niveau de Guibigon. C'est pourquoi moi, je fais des sorties comme ça pour aller vers les populations, pour les rassurer, pour les mettre dans des conditions de quiétude. Donc, c'est pourquoi j'organise des journées culturelles, des tournois au niveau des zones frontalières pour que les gens sachent que c'est ici seulement ici qu'ils peuvent rester et travailler la terre. Une fois cela est fait, donc le reste ça va venir. Donc les rassurer que les autorités sont là pour les aider. Donc ils doivent revenir parce que si on se déplace et qu'on n'arrive pas à satisfaire ses besoins, autant revenir. Alors que nous avons maintenant la paix. À côté, il y a des gens qui sont revenus et qui ne sont pas inquiétés. Donc il n'y a pas de raison que les autres restent là-bas encore en Gambie. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, quelle est la situation de l'école dans votre commune? Enfin, la situation de l'école dans ma commune, elle est en tout cas, elle s'améliore. Hein. C'est une situation qui s'améliore parce que nous avons Diokadou où on est aujourd'hui, avait des abris provisoires. Mais nous avons pu bénéficier, vous avez vu le bâtiment là-bas, ils sont en construction, bientôt on va finir. Depuis décembre qu'on a démarré les constructions, c'est fini, il reste la toiture. Donc bénéficier d'une construction de 2 salles de classe vraiment qui seront équipées. Et c'est comme ça dans les autres écoles. Donc en tout cas, il y a plus d'écoles construites que d'écoles qui sont en abri provisoire maintenant. Ok, et donc la cartographie de l'école se densifie? Oui, ça se densifie. Et seulement nous avons aussi 2 écoles encore fermées parce que les villages là ne sont pas encore retournés. Il s'agit de Toukara et Guigoudière. Donc c'est des villages qui ne sont pas encore revenus. Mais nous espérons, nous sommes en pourparlers avec les populations de ces zones, de ces villages qui sont en Gambie, qui nous ont rassuré qu'ils vont en tout cas revenir dans ces zones-là. Et quelle est la situation de l'état civil au niveau de votre commune? Bon, la situation de l'état civil, c'est le véritable problème, hein, parce que nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas déclarés. Imaginez qu'il y a des gens qui ont quitté depuis 2001. Qui sont au niveau de la frontière. 2001-2017, ça fait déjà 16 ans. Un enfant qui a 16 ans qui n'a pas d'état civil, donc ça pose problème. Ou bien des parents qui se sont déplacés vers la Gambie en ayant perdu beaucoup de leurs biens, de leurs pièces. Il y en a un pagaille. Donc moi, quand on me donne les chiffres, des fois, j'ai du mal à croire. Je dis aux gens de venir eux-mêmes pour qu'on puisse savoir est-ce que réellement c'est... Mais exactement, c'est des gens qui sont là avec leur âge avancé qui n'ont pas d'extrait. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour reconstituer l'état civil? Voilà, pour reconstituer l'état civil, nous sommes en train de voir avec le président du tribunal. Il y a des audiences foraines qu'il va organiser sous peu de temps. Il est en train de faire le tour des communes pour des audiences foraines. Il était à Wong. Il m'a dit qu'il va venir peut-être d'ici peu de temps à Guibion pour pouvoir régulariser vraiment ces gens qui n'ont pas encore l'état civil. Je crois que d'ici quelques jours, ce sera vraiment un mauvais souvenir pour la commune de Guibion. Voilà, on va aborder la question de l'enclavement. Quelle est la situation au niveau de votre commune? Merci. L'enclavement aussi, c'est une question vraiment préoccupante. Dans la mesure, comme vous voyez ici, pour accéder à Diokadou, mais c'est très difficile. Parce que la piste qui relie Diokadou à Signa
est dans un état de délabrement avancé. Et donc, elle nécessite vraiment un entretien. Les autres axes de la commune, comme Sindian-Djibidione, sont en train d'être réalisés par le PPDC, que nous saluons au passage, et d'autres axes aussi. Donc, en tout cas, l'axe Djibidione-Sindian est en train d'être fait. Et d'ici l'hivernage, j'ai bon espoir que cet axe sera livré. Le désenclavement, c'est aussi la téléphonie, quelle est la situation de la téléphonie? Oui, la téléphonie, jusqu'à présent, il y a des poches où vraiment le réseau n'arrive pas à être stable. C'est comme Djokado où nous sommes, il y a des poches. Mais nous avons une antenne qui n'est pas encore activée. Mais il y a un petit problème technique, c'est que les autorités de la Sonatel m'ont dit. C'est quelle antenne? Sonatel. Donc, sous peu de temps, en tout cas, ils vont libérer l'antenne. Il y a Brindiago qui n'était pas libéré, qui est encore libéré cette semaine. C'est activé. C'est activé, oui. Donc, dans cette partie-là, nous n'avons pas trop de soucis de réseau. Il y a une amélioration à 80% maintenant le réseau dans la zone de Djibidione. Voilà, votre commune a la particularité d'être frontalière à la Gambie. On sait que la Gambie a adopté ce que d'aucuns appellent une offensive de charme. Il y a de belles infrastructures qui sont construites le long de la frontière, ce qui souvent attire les enfants sénégalais vers la Gambie. Donc on parle même de questions de souveraineté nationale. Quel est votre avis à ce niveau? Que pensez-vous? Est-ce que l'État doit consentir d'énormes investissements pour vraiment satisfaire les besoins des populations, surtout en termes d'infrastructures sociales de base? Oui, ça c'est une réalité, c'est vrai, parce que moi j'ai eu l'occasion de servir au niveau de la frontière en tant qu'enseignant à Kabunkout. Je sais combien ces disparités-là jouent au niveau de la population. Parce qu'à côté de la Gambie, vous avez des écoles vraiment bien faites avec de l'eau courante, des cantines. Donc aussi à côté, vraiment c'est des écoles qui ne répondent pas au nom. Des fois il y a des gens qui arrivent, des touristes qui sont à côté en Gambie, ils disent moi j'entre un peu en profondeur au Sénégal, voir ce qui se passe là-bas, ils tombent sur une école qui n'est pas bonne. Donc c'est un problème. Mais nous avons espoir que vraiment cette question... Quel est l'impact de cela sur les apprentissages? Est-ce que les enfants du Sénégal ont tendance à dénoncer nos écoles pour celles gambiennes? Oui, ça se voit parce que... Qu'est-ce qui se voit? Les gens ont tendance à amener leurs enfants en Gambie parce qu'ils pensent que là, quand l'enfant va là-bas, il est en sécurité d'abord. Les locaux sont bien faits. Il y a la cantine, il y a l'eau. Donc la sécurité, ils pensent qu'il y a la sécurité. Les gens ont tendance à amener leurs enfants à l'école. On peut te dire qu'il y a des enfants au début de l'année, vous avez d'autres avec 40 élèves. Mais avant janvier, vous êtes avec 30 élèves. Et donc ça, c'est l'État. C'est l'état des locaux. Mais j'ai tantôt dit qu'il y a un programme vraiment que l'État est en train de concocter au niveau des frontières. Que le fameux programme qu'on appelle le programme PUMA, sur qui nous fondons beaucoup d'espoir. Parce que si nous parcourons vraiment le décret qui organise vraiment le PUMA, nous verrons qu'il y aura une révolution au niveau des zones frontalières. Parce que sur le plan des infrastructures routières, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan des télécommunications, en tout cas, l'État veut vraiment améliorer, veut vraiment changer radicalement ces zones-là. Donc, nous pensons que c'est un programme qui viendra vraiment pour soulager les populations frontalières. Nous avons vraiment bon espoir parce que nous avons lu le décret et ça répond vraiment à ce que nous avons besoin au niveau de ces zones de la frontière. Et qu'en est-il de l'environnement? On sait que de par le passé, ces terroirs étaient vraiment l'un des bastions forestiers de ce pays. C'était une zone verdâtre, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on a affaire à un terroir exsangue. C'est quoi le problème? Bon, le problème c'était lié à la crise. C'était lié à la crise parce que
Nous, tout le monde maintenant se rend compte que c'était une situation vraiment déplorable. On ne peut pas comprendre une zone comme ça qui était vraiment verdoyante. À pareil moment, on voyait des caïcédras fleurir. Et maintenant, on peut aller de village à village, on ne voit rien. Les gros arbres sont coupés. C'est par rapport du fait de l'homme. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont vraiment dévasté cette forêt. Parce qu'il est arrivé à un moment où il n'y avait pas de contrôle. Chacun disait que ce sont les terres de mon père. Tous les arbres qui sont dans ce périmètre-là, c'est pour moi, je les coupe. Donc il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de règlement par rapport à ça. Et les gens profitaient de la manne financière qu'il y avait autour pour brader, pour couper vraiment ces forêts. Nous sommes vraiment victimes de ce système qui a vraiment dévasté nos forêts. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a plus rien? Aujourd'hui, vraiment, une bonne partie des arbres essentiels est déjà partie. Oui, mais alhamdulillah, maintenant, avec les mesures fortes du chef de l'État, nous sentons que vraiment il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe parce qu'on n'entend pas maintenant les bruits des bouchers. Ça, c'est alhamdulillah, nous saluons cela parce que les gens ils savent que maintenant l'État est prêt à lutter contre ce phénomène. Et c'est au bénéfice vraiment des populations. Ça va. Maintenant,